Louis XVI, roi de France et de Navarre. L'appel à la nation partie 4. Bienvenue pour la suite de l'appel à la nation de Louis XVI. Je vous remercie d'être présent pour ce salon Histoire de France, l'appel de la nation de Louis XVI. Ça sera donc la 4e partie et je vais entamer par la seconde époque, comme je vous avais clôturé la première époque. En conséquence, je convoquai les notables de mon royaume à la fin de 1786 pour se réunir auprès de ma personne. La première séance fut ouverte le 27 février 1787. La clôture se fit le 25 mai suivant. À l'ouverture des séances de cette assemblée, j'en annonçais l'objet. Je vous ai choisi dans les différents ordres de l'État, ai-je dit aux notables réunis, et je vous ai assemblés autour de moi pour vous faire part de mes projets. C'est ainsi qu'en ont usé plusieurs de mes prédécesseurs, et notamment le chef de ma branche, dont le nom est resté cher à tous les Français, et dont je me ferai gloire de suivre toujours les exemples. Les projets qui vous seront communiqués de ma part sont grands et importants. D'une part, améliorer les revenus de l'État et assurer leur libération entière par une répartition plus égale des impositions. De l'autre, libérer le commerce des différentes entraves qui en gênent la circulation, soulager autant que les circonstances me le permettent la partie la plus indigente de mes sujets, telles sont les vues dont je suis occupé et auxquelles je me suis fixé après le plus mûrs examens. Tels furent les sentiments et les vues que j'exprimais aux notables et desquels je ne me suis jamais départi. Je ne rappellerai point ici les grands objets de délibération que je fis mettre sous leurs yeux. Ils sont contenus tous, ainsi que les discussions, dans le procès-verbal de cette mémorable assemblée. Il me suffira de dire que le résultat des délibérations fut, premièrement, l'établissement des administrations ou assemblées provinciales, deuxièmement, la suppression de la corvée en nature. Troisièmement, le reculement des barrières à l'extrême frontière du royaume. Quatrièmement, la suppression de la gabelle. Cinquièmement, l'amélioration des domaines. Sixièmement, le comblement du déficit. Septièmement, l'égalité d'imposition. Huitièmement, enfin, la liberté du commerce des grains. Quel plus grand succès pouvais-je espérer et quel fruit plus important pouvais-je retirer de l'assemblée que j'avais convoquée? J'avais frappé les grands coups, j'avais vaincu les plus grands obstacles et j'avais aplani la route du bien que je désirais procurer à la nation. Aussi ne perdis-je pas de temps à mettre à exécution tout ce dont le résultat de l'assemblée m'avait fait présager le succès. En conséquence, le 17 juin 1787, parut la déclaration sur le commerce des grains. Le 22, l'édit de création des assemblées provinciales. Le 27, la déclaration sur la conversion de la corvée en une prestation en argent. Le 6 août, la déclaration portant établissement du droit de timbre et l'édit portant établissement d'une subvention territoriale en remplacement des 2 vingtièmes et 4 sous pour livre. Je fus obligé, pour l'enregistrement de ces 2 objets, d'obtenir encore un lit de justice pour forcer la résistance du Parlement de Paris, contraire aux vœux des notables des assemblées, et de l'exiler ensuite pour raison de l'illégalité des arrêtés qu'il avait pris. Et j'observe qu'ici commence la trace des manœuvres perfides de l'un des princes de ma maison, que je développerai dans un instant, et la coalition qui commençait à se former entre mes parlements et lui. Je voyais que l'on cherchait tous les moyens d'entraver les opérations projetées, et arrêté dans l'Assemblée des notables, je crus qu'il était de ma prudence de prévenir toutes les intrigues qui se manifestaient de jour en jour. En conséquence, je retirai la déclaration du timbre et l'édit de subvention pour établir par mon édit du mois de septembre 1787 les 2 vingtièmes et 4 sous pour livre que j'avais supprimés par mon édit du 6 août précédent. Ce changement dans les opérations projetées nécessita d'autres mesures pour faire face aux engagements de l'État sans accroissement d'impôts, jusqu'à ce que je puisse convoquer les États généraux ainsi que je me proposais dès lors. En conséquence, je rendis au mois de novembre de la même année un édit portant création d'emprunts graduels et successifs pendant 5 ans. Cet édit nécessita encore, le 19 du même mois,
la tenue d'un lit de justice pour parvenir à son enregistrement. À cette époque, l'orage qui s'était formé sourdement fit une première explosion. À ma séance, au Parlement, le duc d'Orléans, convoqué selon l'usage comme prince et lancé pour faire un coup de parti dans la circonstance, osa dans la séance même protester, en ma présence, d'illégalité de l'enregistrement de mon édit. Cette protestation séditieuse avait été précédée d'une levée de boucliers de la part de 3 membres du Parlement, et le tout avait été suivi d'un arrêté de cette cour pris le même jour. À la suite de la séance, qui avait duré 7 heures entières, pendant laquelle les avis avaient été libres et dont le résultat avait été une majorité d'opinion en faveur de l'édit. Par cet arrêté, le Parlement avait déclaré, d'après la protestation du duc d'Orléans, n'entendre prendre aucun part à l'enregistrement de mon édit. En conséquence de cette rébellion ouverte et de l'infraction aux principes reçus en matière d'enregistrement, je crus, pour l'exemple et le maintien de la subordination, devoir punir le prince de ma maison d'abord, et ensuite 2 des conseillers qui avaient sonné le tocsin de cette rébellion, et je les exilai. Le Parlement se permit de venir me demander la révocation de mes ordres, je les avais donnés en connaissance de cause, et j'y persistais parce que c'était un acte de justice, et je vais le prouver. Le 20 août 1787, le duc d'Orléans, qui préparait ses vues de loin, m'avait présenté un mémoire sur les finances dont l'auteur apparent semblait être le chancelier de sa maison, sous le nom duquel il se déguisait lui-même. Ce chancelier me proposait impérieusement le renvoi de tout le ministère et modestement sa nomination à la surintendance générale des finances, comme seul capable de remplir ce poste éminent d'une manière avantageuse. Il se permettait en même temps de me donner des avis, notamment celui de renoncer aux lettres de cachet, de faire démolir la Bastille, de renvoyer tous mes ministres et de retirer mes édits, à défaut de quoi il me faisait entrevoir une révolte générale suite de la fermentation des esprits. L'objet de ce mémoire était de mettre la France et l'autorité qui m'était confiée à la merci du duc d'Orléans qui se serait retranché derrière son chancelier. Je ne donnais pas dans le piège, et ce prince fut obligé de retirer sa confiance à son prête-nom bénévole, qu'il fit voyager ensuite en Angleterre. Le duc d'Orléans ne se tint pas pour battu. Par le défaut de succès de la tentative hardie qu'il avait osé faire, il me rompit directement en visière par sa protestation au lit de justice du 19 novembre et continua depuis de forger sourdement des fers dans lesquels il se proposait d'enchaîner la France et moi-même, et c'est ce que la suite va graduellement démontrer. Malgré ces désagréments particuliers, je me départis point de mes This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. projets de bienséance dont rien ne devait suspendre l'effet. Il en était un surtout qui depuis longtemps excitait ma sensibilité. J'ai cru que le temps était venu de le faire éclore. Je souffrais de l'injustice exercée depuis tant d'années contre les religionnaires, et je crus qu'il était enfin de mon devoir de préparer la sévérité de l'édit de 1685 en rendant aux protestants l'état civil dont ils étaient privés depuis plus d'un siècle, et de les restituer à la société. Je publiai en conséquence au mois de novembre 1787 mon édit en faveur de ceux qui ne professaient pas la religion catholique. L'exil du duc d'Orléans et des magistrats que j'avais cru devoir punir excita de plus en plus la fermentation du Parlement, toujours coalisé avec ce prince. Je sentis alors la nécessité de prendre les moyens les plus actifs pour rendre à la France la tranquillité dont elle avait besoin et pour éviter toute espèce de trouble qui, dans la circonstance, aurait rompu les mesures de prudence indispensables au succès de mes projets ultérieurs. Mon intention, très décidée, était de convoquer et d'assembler les États généraux, non pour entendre des doléances, non pour demander des secours, mais au contraire pour exposer à leurs yeux le tableau vrai de la France, les abus et les réformes, les besoins et les ressources, et prendre sur le tout l'avis de la sanction de la nation par l'organe de ses députés. Mais pour arriver à ce but désirable, forcer au bien tous les partis, renfermer chacun dans les bornes de son devoir, il fallait des travaux préparatoires et des mesures de prudence qui exigeaient du temps et des soins. L'établissement et l'organisation des administrations provinciales me paraissaient surtout l'un des moyens d'aplanir toutes les difficultés. L'Assemblée des notables m'avait fait présumer ce que j'avais droit d'espérer de l'opinion publique. Je pouvais partir de là même, mais il fallait prévenir et rompre tous les efforts de la malveillance. Ce fut par la suite de cette détermination que j'adoptai
le moyen d'enchaîner l'activité turbulente du Parlement de Paris par le rétablissement de la cour plénière à laquelle avaient succédé les parlements et par la division des tribunaux souverains. En conséquence, le 8 mai 1788, je tins un lit de justice où j'annonçais le rétablissement de la cour plénière, seul chargé de l'enregistrement des lois, la création de 47 grands bailliages pour la plus prompte expédition des procès, la suppression de tous les tribunaux d'exception. Je profitais de la même circonstance pour opérer au moins provisoirement la réforme de l'ordonnance criminelle et du code pénal. Il était d'autant plus de ma justice et de mon humanité de venir promptement au secours des accusés, que des exemples encore très récents attestaient l'erreur de plusieurs tribunaux et les conséquences cruelles qui en étaient résultées. J'avais déjà précédemment supprimé la question préparatoire. Ici, je supprimais la question préalable, l'interrogatoire sur la sellette, l'abus invétéré de ne point motiver les jugements de condamnation. Les accusés pouvaient prendre connaissance des charges, se choisir un défenseur, et dans le cas de condamnation, je leur accordais sursis d'1 mois ou pour solliciter leur grâce si elle pouvait avoir lieu, ou pour se pouvoir contre les jugements. S'il était susceptible de révision, enfin, j'accordais une indemnité aux accusés injustement poursuivis et qui seraient absous. Il est évident que ma conduite portait tous les caractères de mon attachement inviolable au bien public. Je conservais les parlements et je les ramenais par le rétablissement de la cour plénière à leur fonction primitive, celle de juger, mais le Parlement de Paris, accoutumé depuis longtemps au système d'opposition et à ne calculer le bien public que d'après ses intérêts privés, présenta la plus forte résistance au changement que je venais d'opérer. Et c'est ainsi que, dans toutes les circonstances de mon règne, je me suis vu forcé de lutter opiniâtrement toutes les fois que j'ai voulu réformer des abus ou procurer quelque bien à la nation, et sur ces faits notoires, je pourrais toujours avec confiance invoquer le témoignage de la France entière. Elle a vu l'indécence et injuste résistance que je ne cessais d'éprouver dans l'exécution de mes plans. La main invisible qui conduisait ou protégeait la résistance des cours souveraines excita la même commotion dans toutes les provinces. Et le génie des organisateurs et malfaisants qui depuis 4 ans planent sur la France commençait dès cette époque à vouloir étendre partout son bras destructeur. Tant d'obstacles réunis me forcèrent à une marche rétrograde pour éviter la combustion générale dans le royaume. Je me déterminais à convoquer pour le mois de mai 1789 l'Assemblée des États généraux et par un arrêt du Conseil du 8 août 1788, j'annonçais cette convocation et je suspendus le rétablissement de la cour plénière jusqu'à ce que fussent assemblés et jusqu'à ce que j'eusse pu prendre leur avis et profiter à cet égard de leur lumière. J'avais pris, depuis le lit de justice du 8 mai, les mesures nécessaires pour prévenir la fermentation des cours souveraines et leurs coalitions ordinaires en les réduisant à l'impuissance de s'assembler et de délibérer au préjudice de la tranquillité publique, afin de pouvoir parvenir sans commotion jusqu'à l'Assemblée des États. Divers changements opérés depuis dans le ministère parurent encore calmer les esprits. Je profitais de ces circonstances pour rassembler de nouveau les notables et concerter avec eux les mesures relatives à la prochaine convocation des États. J'estimais cette précaution d'autant plus nécessaire que je m'attendais à tout ce que les brouillons et les malveillants pourraient imaginer pour entraver cette convocation et empêcher la réunion de l'Assemblée. En conséquence, je convoquai par arrêt de mon conseil du 5 octobre 1788 une nouvelle assemblée des notables qui fut fixée au 3 novembre suivant, à l'effet d'organiser d'une manière constitutionnelle les prochains États généraux et d'établir la représentation la plus proportionnelle et la plus égale possible dans les députations. Les délibérations en furent terminées le 12 décembre suivant et l'on observa que le duc d'Orléans, qui devait présider le 3e bureau de l'Assemblée, avait déclaré dès le premier jour ne vouloir point faire les fonctions de président, qu'il s'était absenté de son bureau pendant 15 séances et qu'il avait seul refusé de signer le procès-verbal de cette assemblée, soit pour n'être pas compromis, soit par crainte de la compromettre. Au surplus, on connaîtra plus bas les motifs d'une conduite qui ne parut alors que singulière. L'on doit observer encore qu'au comité du 28 novembre, tenu chez Monsieur, le prince de Conti envoya une motion dans laquelle il disait, au sujet des écrits qui se propageaient alors, « La monarchie est attaquée, on veut son anéantissement et nous touchons à ce moment fatal. »
Il est impossible qu'enfin le roi n'ouvre pas les yeux et que les princes ses frères n'y coopèrent pas. Au reste, quoi qu'il arrive, je n'aurai point à me reprocher de vous avoir laissé ignorer l'excès des maux dont nous sommes accablés, et ceux plus grands encore dont nous sommes menacés. Et je ne cesserai de former les vœux les plus ardents pour la prospérité de l'État et le bonheur du roi qui en est inséparable. Cette lettre, qui méritait toute mon attention, me fut communiquée, je défendis au bureau de s'en occuper, et ma confiance sans borne est devenue le germe des malheurs que m'annonçait cette fatale prédiction. Quoi qu'il en soit, d'après le rapport à moi fait du résultat des déterminations de l'Assemblée, j'ordonnai le 27 décembre la convocation des États généraux et l'ordre du tiers fut autorisé à députer en nombre égal aux deux autres ordres réunis. Jusque-là, j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir et tout ce que la prudence avait pu me suggérer pour égaliser les suffrages et rendre commune à toute la nation la justice d'une assemblée dont les résultats devaient fixer à jamais le salut ou la ruine de l'État. Mais à peine la convocation des États généraux fut-elle définitivement arrêtée que les malveillants s'agitèrent en tous sens pour la faire échouer et pour anéantir d'avance les effets salutaires qui devaient naturellement en résulter. Pour réunir dans ce projet, il fallait s'assurer du peuple proprement dit, c'est-à-dire la multitude dans laquelle réside la véritable force. Mais cette partie de la nation n'avait pas un intérêt assez direct aux délibérations des États. Pour pouvoir former un parti dans la circonstance, il fallait un intérêt plus personnel. L'hiver rigoureux de 1788 à 1789 fit naître et les ducs d'Orléans en profita. Ce prince, auquel on a pu reprocher de la dissipation, mais jamais de la générosité, bien moins encore de la bienfaisance, changea l'intendant de ses finances. Le 18 décembre 1788, d'écrire au curé de sa paroisse pour le charger d'une distribution de 1000 livres de pain par jour en faveur de ses pauvres, de secours particuliers aux pauvres honteux, aux femmes en couche, et ce jusque 3 jours après le dégel complet. Enfin, il porta, dit-on, tant dans Paris que dans ses différentes possessions, la somme de ses bienfaits jusqu'à 500 000 livres, dans un temps où ses finances étaient subordonnées à la ressource des expédients. Ce moyen fait pour jeter un vernis de faveur sur sa conduite passée produisit l'effet qu'il en espérait, et il ne fut plus question alors que de la bienfaisance d'un prince auquel on avait précédemment refusé jusqu'à la plus légère notion. Ce premier pas fait, il fit répandre avec profusion une instruction imprimée qu'il adressait à ses représentants dans ses différents bailliages, avec le modèle des délibérations que les bailliages devaient prendre dans leur assemblée et, dans le moment même qu'il s'érigeait en souverain, dans l'étendue de ses possessions, il se permettait, dans le premier de ses écrits, de me contester le droit de donner aux bailliages le règlement d'après lesquels ils devaient opérer dans leur assemblée et leur élection. De ce moment, il prétendit gouverner l'État à lui seul, mais les bailliages ne se crurent point obligés de se soumettre à cet acte de souveraineté déplacée. Pour remédier à ce petit contretemps, auquel il ne s'était pas attendu, le duc d'Orléans se fit nommer député pour le bailliage de Crépy en Valois, et il tâcha de pousser toutes ses créatures à la députation des différents ordres afin d'avoir un parti tout formé dans l'Assemblée. Mais j'observerai que, sous aucun point de vue, un prince de la maison royale ne devait accepter le titre de député. La bienséance même s'y opposait, d'autant plus que l'admission d'un prince de sang dans l'Assemblée pouvait faire supposer une coalition concertée avec le souverain contre les intérêts de la nation, que d'un autre côté, sa présence ou son rang pouvait gêner ou influencer les opinions, et qu'enfin, tout prince de sang tenant son rang et ses droits de la nation ne pouvait ni ne devait prendre part à des délibérations dans lesquelles il pouvait souvent être lui-même intéressé. Voilà, je crois, ce que la délicatesse devait inspirer au duc d'Orléans. Si ce sentiment n'était pas entièrement banni à son cœur, il crut pouvoir passer outre et le fit. En suivant le fil des projets de la faction naissante, il fallait nécessairement agiter l'opinion publique. La tourmenter, inspirer des craintes, des défiances, il fallait enfin provoquer des émeutes parce que c'est dans le trouble des agitations populaires que les conspirateurs sont plus sûrs de leur coup et que les facieux prospèrent. Des écrits plus insidieux, plus séditieux les uns que les autres parurent alors et disposèrent les esprits, mais ils ne les excitèrent point au désordre.
Il fallait se replier sur des moyens plus rapides, et ce fut quelques jours seulement avant l'ouverture de l'Assemblée des États, les 27 et 28 avril, qu'une troupe de brigands stipendiés fut lancée dans le faubourg Saint-Antoine pour assaillir, incendier et piller la maison d'un honnête manufacturier qui lui seul avait alimenté sans travailler plus de 200 personnes pendant les rigueurs excessives de l'hiver qu'il venait de passer. Le seul moyen de rompre une mesure aussi atroce était d'employer la force armée d'une part et la sévérité de la justice de l'autre. Je mis l'une et l'autre en usage. Les gens honnêtes ne sont ni voleurs, ni incendiaires, ni assassins, et je craignais donc pas de compromettre les jours des citoyens honnêtes. La troupe armée fit bientôt raison des brigands, les tribunaux firent le reste, et par là, je rompis la suite du projet de dissoudre l'Assemblée, même avant sa réunion. Troisième époque. Enfin, me voici parvenu à l'ouverture des États généraux, c'est-à-dire du 5 mai 1789. Ici va changer entièrement le tableau politique de la France et de son gouvernement. Les cahiers des différents bailliages étaient uniformes sur presque tous les points, et les pouvoirs étaient impératifs. Ainsi, les mandataires de la nation devaient obéir à ces pouvoirs sans les excéder. Autrement, ils anéantissaient l'autorité de leurs commettants, ce qui est arrivé. Le résultat des délibérations des bailliages et des trois ordres avait pour principaux objets. Premièrement, le maintien de la religion catholique en France et la tolérance des opinions religieuses. Deuxièmement, la protection et l'observation du culte de la religion dominante. Troisièmement, la proscription de tout ce qui pouvait altérer la religion et les mœurs. Quatrièmement, le rétablissement et l'observation de la discipline ecclésiastique et de tout ce qui pouvait y être relatif. Cinquièmement, l'éducation publique et tout ce qui pouvait y avoir rapport. Sixièmement, l'organisation des États généraux. Septièmement, la constitution du royaume et tous les objets y relatifs sur les bases très impératives du gouvernement monarchique et de la succession héréditaire au trône de mal en mal. Huitièmement, l'établissement et les fonctions des États provinciaux. Neuvièmement, la création des tribunaux supérieurs de conciliation. Dixièmement, la réformation du code civil et du code criminel. Onzièmement, la formation d'un code municipal et de police. Douzièmement, l'établissement d'hôpitaux et d'autres objets de charité et d'utilité publique. Treizièmement, l'organisation des finances et de toutes les parties relatives. Quatorzièmement, la législature rurale et commerciale. Quinzièmement, la constitution de la noblesse. Seizièmement, la constitution militaire. Dix-septièmement, la suppression de la féodalité. Tous les objets qui précèdent formèrent le vœu bien prononcé de la nation. A-t-il été rempli? Les mandats ont-ils été suivis? C'est ce dont on va juger. Dans l'ordre immémorial des États généraux, auxquels je n'avais dérogé que par l'égalité de la députation du tiers-État avec celle des deux autres ordres, les provinces qui composent le royaume devaient me présenter leurs demandes par leurs députés. Je devais y faire droit autant qu'elles étaient justes, et les lois relatives proposées par moi devaient être sanctionnées par les États, de manière que la loi fût l'effet du concours mutuel de la nation et du roi. C'est dans ce principe que j'avais convoqué les États, et c'est aussi dans ces principes que s'étaient rassemblés, mais cette marche simple, régulière, uniforme, immémoriale, fut absolument oubliée ou méprisée par l'Assemblée constituante, ainsi que je vais le démontrer. À peine les députés se furent réunis que deux difficultés s'élevèrent dans l'Assemblée. Les pouvoirs devaient-ils se vérifier en commun ou par ordre? Devait-on voter par ordre ou par tête? Telle fut la pomme de discorde lancée dans le sein des États. La résistance respective des trois ordres d'adopter une opinion commune fit prendre aux tiers-États, comme formant en nombre moitié de la députation générale, le parti de se constituer seul le 15 juin sous le titre d'Assemblée nationale. Dénomination jusqu'alors inconnue, destructive des États généraux et contraire à la disposition textuelle des cahiers, mais dénomination consacrée par le duc d'Orléans dans son instruction à ses bailliages. Ce prince, revêtu de sa popularité ordinaire, fut le premier à déserter son ordre pour se joindre à celui du tiers. Aussi, pour récompense, lui offrit-on la seconde présidence qu'il eut la modestie de refuser. De ces dissensions résulta l'Assemblée du 20 juin au jeu de paume de Versailles et le serment de ne point se séparer, que la Constitution ne fût faite et la régénération de l'ordre public établie sur des bases solides, serment dont la France voit aujourd'hui le succès. Toutes ces divisions, qui ne tenaient à rien moins qu'à la dissolution des États et de plonger le royaume dans un abîme de malheur, ne me permirent pas d'atteindre des résultats aussi désastreux. En conséquence, je me déterminai à tenir le 25 juin une séance royale à laquelle furent convoquées les députations des trois ordres. Là, je fis communiquer une déclaration rédigée d'après le vœu textuel des cahiers contenant le vœu de la nation
J'y présentais dans 35 articles principaux tout ce qui devait faire l'objet des délibérations des États généraux. Cette déclaration fut en outre suivie de 15 autres articles où je manifestais mes intentions personnelles, tentant sous la restriction de mes pouvoirs et au bien général de la nation, j'avais encore alors le droit d'ordonner. Je terminais par dire que je regarderais comme indigne du nom de Français quiconque refuserait d'adhérer à des mesures de paix, seul capable de ramener la tranquillité dans le sein des États. Et j'annonçais que, dans le cas où mes intentions ne seraient pas exécutées, alors je ferais seul le bien de mes peuples et celui de mes États, parce que je connaissais et la teneur des cahiers et le vœu national. À peine avais-je quitté la salle des États que la faction demeurait seule, en suivant son système de résistance, débuta par un acte de souveraineté décisive, celui de déclarer inviolables les membres composant la députation des États et de rendre publiques les séances de leur assemblée, source de tous les maux existants. Ce système était conséquent à celui d'invasion de l'autorité souveraine, seul but de la faction, combiné depuis longtemps, l'inviolabilité des députés assurait leur despotisme, la publicité de leurs séances en consolidait les bases, et de ce jour, la nation fut asservie à l'empire de ses mandataires. La publicité des séances ne pouvait que troubler les discussions et forcer ou tout au moins influencer les délibérations qui toutes devaient être libres et paisibles. Mais il fallait à la faction naissante des auxiliaires et l'on était sûr de les trouver dans la classe du peuple qui malheureusement, dénué d'instruction, suit aveuglément l'impulsion qu'on lui donne. Dès ce moment, je fus en danger, j'en fus prévenu, mais je me refusais constamment à toute mesure de rigueur, parce qu'elles n'ont jamais été dans mon caractère. Cependant, comme la nation et l'Assemblée des États avaient également à craindre des entreprises d'une faction qui s'affermissait chaque jour, je crus au moins devoir prendre des mesures de prudence pour protéger l'Assemblée et garantir la nation. Telle fut la pureté de mes vues. Je fus en conséquence obligé de faire rapprocher de la troupe, non, comme on l'a dit, pour attaquer personne, mais pour opposer la force en cas de soulèvement. Et l'autorité qui m'était confiée m'en faisait impérieusement la loi. Je pris pour cet effet le parti de former un camp près de Paris, mais la preuve qu'il existait une faction, c'est qu'elle fut déconcertée de ma prévoyance et qu'elle mit en œuvre tous les moyens de pouvoir en arrêter les faits, ou tout au moins de la rendre inutile. Cependant, la réunion des différents ordres s'était effectuée dès le 29 juin et semblait me présager plus de tranquillité pour l'avenir. Mais je me trompais. Le crime ne s'endort point. Il fallait un prétexte quelconque pour opérer l'explosion d'un feu qui, pour être déconcerté, n'en était que plus dangereux. Des considérations particulières m'avaient porté le 11 juillet à éloigner le ministre des Finances et j'en avais incontestablement le droit. Le lendemain matin, il partit à midi, tout Paris en était instruit. Dans l'après-midi, divers rassemblements se firent, notamment à l'hôtel du duc d'Orléans, devenu depuis ce moment le foyer du trouble et le repère des factieux. Ce même jour, on porta dans les rues la tête de ce prince et celui du ministre retiré, entouré de crêpes noires. Le même jour, on affichait dans Paris « Trône vacant ». Le même jour, on afficha encore « Ô duc d'Orléans, digne descendant de Henri IV, paraissez, mettez-vous à la tête de 200 000 hommes qui vous attendent ». Le même jour, on ferma les spectacles. Le même jour, on excita une émeute à la place de Louis XV, dont le succès ne parut pas assez décisif. Enfin, le soir du même jour, 12 à 15 000 brigands, sans état, sans habit, sortis inopinément de l'on ne sait où, se rassemblèrent, désarment la garde de Paris, le régiment de mégarde, se répandent dans la ville en y semant l'alarme, vont attaquer, piller, incendier les barrières et se portent dans la nuit du 12 au 13 à de tels excès que les habitants de Paris, dénués d'armes et de secours, se voient forcés de pourvoir à leur sûreté personnelle. Le 13 à midi, tous les citoyens étaient déjà rassemblés d'eux-mêmes dans les différents districts où s'étaient précédemment faites les élections. Et dès ce premier jour, ils abhorrent, pour se reconnaître, la cocarde verte. En moins de 2 jours, les citoyens se formèrent une garde bourgeoise de plus de 40 000 hommes. Les brigands du 12 furent entièrement désarmés et réduits à l'impuissance de nuire. Une difficulté cependant alarmait la capitale. Elle s'était formée une garde imposante, prise dans son sein, mais elle manquait d'armes et de munitions, et il fallait y pourvoir. La faction dominante, dont l'objet était de redoubler les troubles, avait eu soin de propager le bruit que la cour devait assiéger Paris. Ce bruit tout absurde, tout ridicule, tout incroyable même qu'il était, s'accrédita facilement auprès des esprits faibles, alarmés déjà par la présence des brigands, et par là même on me réduisait à l'impuissance de faire agir la force armée pour envelopper et saisir cet ordre malfaisante et stipendié.
Dans cette position, les sections pensèrent qu'il fallait s'adresser tant aux Invalides qu'au magasin d'armes de l'Arsenal. En conséquence, le 14 au matin, différentes sections se présentèrent tant aux Invalides qu'à la Bastille. Le gouverneur des Invalides se conduisit avec prudence et, sans compromettre ses devoirs, trouva le moyen de satisfaire les citoyens de Paris qu'il reconnut aisément n'être point de la troupe des brigands. Quant au gouverneur de la Bastille, qui aurait dû faire avec un peu de discernement la même différence que celui des Invalides, il se conduisit d'une manière astucieuse et craintive. Il crut qu'on avait le projet de l'assiéger et de forcer le château, tandis qu'il ne s'agissait que d'obtenir des armes et des munitions pour défendre la ville au besoin. Sa crainte était fondée sur ce que, pour la sûreté même de Paris, on avait cru devoir renfermer dans le château des munitions de guerre qui étaient à l'arsenal afin d'éviter quelques événements désastreux. Mais au lieu d'accéder à la demande des citoyens, il voulut les renvoyer militairement, on prétend même qu'il ordonna de faire feu, alors que les esprits s'irritèrent. Le peuple survint, des secours arrivèrent, le gouverneur fut forcé, la citadelle prise et l'état-major sacrifié. Cette expédition fut l'affaire d'environ 2 heures, et tels furent le principe et la fin d'un événement qui ne fut ni préparé, ni médité de la part des Parisiens, et auquel on a donné depuis l'importance la plus exagérée. Malheureusement, cette journée fut signalée par l'effusion du sang et par des actes répugnants d'atrocité. Dès le 15, la faction qui avait déjà tâché de travailler les citoyens de Paris, déjà 3 fois on avait changé les couleurs des cocardes. En définitive, on adoptait la cocarde tricolore, figurative de la livrée d'Orléans, et qui depuis est devenue la dominante. Je dois observer ici que le même brigandage qui s'exerçait à Paris dans ces jours désastreux se propageait également en province, ce qui ne laisse aucun doute sur l'existence très active de la faction qui, depuis ce temps, a pris une consistance si redoutable. Aussitôt instruit des événements qui venaient de se passer à Paris, je me dévouai généreusement, sans consister les dangers, et je me rendis à la capitale sous la sauvegarde de ma conscience pour y rassurer les esprits contre les terreurs chimériques dont ils étaient pénétrés. L'on me redemanda le ministre des Finances, je consentis à son rappel, quoique persuadé que cet enthousiasme populaire ne serait que passager. Mais pour tranquilliser davantage le public, je changeai le ministère et j'en pris les nouveaux membres dans le sein même de l'Assemblée nationale, qui me parut approuver mon choix. Enfin, je renvoyai les troupes pour ôter tout prétexte de soulèvement. Que pouvais-je faire? Je ne dis pas de mieux, mais de plus dans la circonstance. De ce moment, la ville de Paris fut entièrement désorganisée, la municipalité, la police, la garde habituelle de la ville, l'ordre imposant qui régnait dans toutes les parties de son administration et qui faisait l'admiration et l'étonnement des étrangers, tout disparut. De nouvelles autorités se constituèrent, elles furent formées au hasard et composées de gens qui, n'ayant jamais participé à de grandes administrations, étaient fort éloignés d'en saisir et d'en pouvoir diriger les ressorts. Cette époque fut, sans contredit, la plus malheureuse de mon règne, puisqu'elle a entraîné la désorganisation la plus générale dans tout le royaume. Je ne dois point oublier d'observer encore que lorsque la garde nationale de Paris se fut formée et qu'il fut question d'un chef, la section des Cordeliers, qui depuis ce temps s'était distinguée d'une manière si brûlante dans les fastes de la Révolution, mit de suite en avant le duc d'Orléans. Mais ce choix prémédité fut écarté par celui qui fut fait de Lafayette, à qui ce prince n'a jamais pu le pardonner, parce qu'il a toujours rencontré ce général sur la route de ses projets, et qu'il s'attendait à ne trouver jamais en lui qu'un surveillant incommode et contraire à ses desseins. Mais au moins, pour se dédommager, ce prince n'a-t-il pas dédaigné le titre de généralissime de la garde nationale d'Orléans et celui de général des différentes compagnies pour le duc de Chartres, son fils et Depuis la réunion des 3 ordres, l'Assemblée des États commençait à s'occuper des travaux immenses soumis à sa discussion. Mais elle le fit sans plan, sans méthode et sans ordre, de manière qu'il n'existait aucune suite dans sa marche, aucune cohérence entre les objets de discussion. C'est dans cette confusion générale que furent pris les arrêtés incroyables de la nuit du 4 au 5 août, où chacun des partis eut l'air de faire les sacrifices les plus considérables et où, dans la vérité, personne n'en fit de volontaire. 4 partis en ce moment composaient l'Assemblée. Le clergé, la noblesse, la magistrature et le tiers proprement dit. Lorsqu'il fut question des privilèges, la noblesse attaqua ceux du clergé, le clergé ceux de la noblesse et le clergé ceux de la magistrature, ces 3 partis ceux du tiers et le tiers ceux de tous, de sorte que dans cette lutte nécessairement inégale, chaque parti se voyait subjugué par la majorité générale, eut l'air de céder de bonne grâce et ne fit que s'abandonner au torrent. L'Assemblée s'occupa ensuite de la rédaction d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans laquelle fut oubliée celle de ses devoirs.
Cette déclaration, qui n'aurait dû être que le résultat de la Constitution, fut au contraire destinée à lui servir de préambule, et cette intervention peu réfléchie n'a pas peu contribué à l'incohérence que présente l'ensemble de cette déclaration. À la suite de ce premier travail, s'éleva la question de savoir si l'Assemblée nationale s'était constituée corps législatif. Ces discussions devaient recevoir la sanction du roi, et si le prince pourrait ou accorder ou refuser son acceptation, mais cette question n'en pouvait faire une d'après le vœu des cahiers qui portèrent textuellement que le pouvoir législatif appartenait au roi et à la nation, avec le droit respectif d'acceptation ou de refus, et que le roi ne pouvait être forcé d'accepter et de motiver son refus, parce que la nation regardait ce droit comme absolument inhérent à la souveraineté du roi, son seul représentant. Quoi qu'il en soit, après la discussion la plus étendue, il fut décidé que le roi aurait 2 mois pour délibérer sur chaque décret et qu'il aurait le droit de refuser sa sanction, mais que ce refus ne serait que suspensif pendant le cours des 2 législatures. C'est d'après cette décision que l'on fit présenter à ma sanction les arrêtés des 4 et 5 août et la Déclaration des droits de l'homme, et cependant, on décréta constitutionnellement mon inviolabilité, l'indivisibilité de la couronne et son hérédité. Je représentais à l'Assemblée que des arrêtés n'étant pas des lois, je ne pouvais les sanctionner que lorsqu'ils auraient été rédigés en loi, mais qu'en attendant, je les ferais publier dans le royaume. Cependant, la fraction, toujours active dans ses vues, désespérée de voir que la révolte du mois de juillet n'avait opéré qu'une révolution contraire à ses projets, se proposa bien de revenir à la charge. Mais pour ameuter le peuple, il fallait un motif, et le plus sûr, c'était de faire naître une famine et d'en rejeter tout l'odieux sur la cour. En conséquence, on fit faire des accaparements de grains et l'on intercepta leur circulation de manière à causer une disette à Paris pour la propager ensuite dans les provinces. On était d'autant plus sûr de réunir dans ce projet que par la révolution du mois de juillet, toutes les administrations avaient été anéanties. La nouvelle municipalité n'avait aucune idée du régime épineux des subsistances et que le moindre retard dans l'activité de ce régime suffisait pour faire manquer les approvisionnements, comme effectivement il arriva. La faction profita des craintes qu'elle avait inspirées sur les subsistances et lâcha ses émissaires affidés pour soulever le peuple de Paris et provoquer une révolte. Mais comme on craignait que la garde nationale ne s'opposât à l'exécution de ce projet, on imagina pour l'intéresser à l'insurrection de répondre que dans un repas donné par mes gardes du corps au régiment de Flandre, on avait abordé la cocarde blanche et foulé aux pieds celle nationale, que la reine et moi nous nous étions présentés à cette fête et avions approuvé par notre présence le mépris de la cocarde. Il est très vrai que mes gardes avaient donné un repas de corps, mais il était faux qu'ils en avaient pris la cocarde blanche, puisqu'au contraire, ils n'en avaient encore pas porté d'autres, ainsi que les différents corps militaires. Enfin, l'on répondit avec aussi peu de fondement que je devais être enlevé pour être conduit à Metz. Le peuple, malheureusement plus prompt à juger qu'à s'éclaircir, se rassembla le matin 5 octobre, une multitude effrayante d'hommes, de femmes, armés de toutes manières, escortés de canons, partent pour Versailles, où sont bientôt après suivis de la garde nationale. Pendant le défilé de cette marche, le duc d'Orléans, chef de cette émeute, était dans une baraque des Champs-Élysées, où il resta sous l'incognito, vêtu d'une manière méconnaissable, pour apprendre les résultats de cette expédition. Quelques femmes étaient entrées dans le même endroit, le reconnurent cependant et en reçurent quelques louis, avec l'ordre de ne point dire qu'elles l'eussent vu. Le projet était d'assaillir le château et l'Assemblée nationale. On fit l'un et l'autre. Je dois à ma sensibilité d'écarter le souvenir des projets ultérieurs. Le même soir, Lafayette, accompagné de 2 députés de la nouvelle municipalité de Paris, se rendit auprès de moi dans mes appartements. Je leur demandai le motif qui les amenait. On exigea de moi 4 choses. 1. De ne pas composer ma garde personnelle que des gardes nationales de Paris et de Versailles. 2. De calmer les inquiétudes publiques et les subsistances. 3. De sanctionner la Déclaration des droits de l'homme et les articles déjà décrétés de la Constitution. 4. Enfin, de venir habiter le palais des Tuileries. Je répondis à ces demandes d'une manière satisfaisante, mais le vœu des révoltés n'était pas rempli. On avait sans doute compté sur une réponse de ma part qui put donner lieu à des violences ultérieures et le projet était manqué. D'après cette scène affreuse pour moi, puisqu'elle avait déjà coûté la vie à plusieurs personnes et à quelques-uns de mes gardes, qui m'avaient bien voulu laisser ni forcer leur poste ni assaillir le château, je croyais tout apaisé lorsque le lendemain, à 6 heures du matin,
commence un massacre de mes gardes. La reine est obligée pour sa sûreté de se rendre près de moi. L'on entre dans sa chambre à coucher, on perce son lit à coups de sabre, on passe à mon appartement, on veut arracher ceux de mes gardes qui s'y étaient réfugiés. Je parais. Le spectacle que je vois oppresse mon cœur. On crie grâce en faveur de mes gardes ou demande mon départ pour Paris. J'y accède. Je demande qu'on secourt mes gardes. La sensibilité se fait entendre par ma bouche. Le calme renaît. Je pars pour Paris. J'arrive en état d'esclavage et descends à l'hôtel de ville pour assurer les citoyens que je me rendais avec plaisir et confiance au milieu d'eux. Et de ce moment, je n'ai plus quitté la ville. Je crois devoir observer, en finissant cet article, que l'Assemblée constituante, qui n'aurait pas dû se désemparer d'auprès de ma personne, qui aurait dû être mon rempart contre tous les événements, refusa de se rendre au château. Et l'on sentira dans le moment par quel motif. On remarquera aussi que dans toutes les circonstances périlleuses où je me suis trouvé, les assemblées constituantes et législatives ont constamment tenu la même conduite. Tel fut le résultat de ces 2 fameuses journées, sur le détail desquelles il répugnait à mon cœur de m'appesantir davantage. L'histoire ne le fera que trop un jour. Il révélera sans crainte la multitude de forfaits qui furent commis sans remords. À compter que ces malheureux jours, la nation, la monarchie et le roi furent sacrifiés et anéantis dans le moment même où l'on me força de signer la liberté des Français. Je perdis la mienne et la France n'acquit pas celle dont on l'avait bercée. Voici maintenant les suites des événements après 5 et 6 octobre dans les cours des crimes de tout genre qui souillèrent ces 2 journées. Il s'était commis des assassinats de sang-froid qui ne tenaient point à la chaîne secrète des projets de conjuration, mais qui étaient des suites naturelles de la révolte. En conséquence, pour mieux colorer les autres crimes, on crut devoir punir ceux-ci qui furent dénoncés au ministère public. Sur cette dénonciation, le tribunal du Châtelet fit arrêter les accusés. Une foule de témoins furent entendus et la nature des dépositions fut telle que le ministère public se crut obligé, par la connexité des faits, de faire informer en outre de tout ce relatif à l'émeute et aux événements de ces 2 fatales journées. L'information lumineuse qui résulta de l'audition des témoins fut qu'il existait une conjuration dont l'objet était d'écarter du trône la dynastie régnante par tous les moyens possibles, et d'y porter de suite le duc d'Orléans, que l'émeute des 5 et 6 octobre était l'un des moyens des conjurés, qu'enfin cette émeute était excitée, dirigée, présidée même par le duc d'Orléans en chef et par le comte de Mirabeau en sous-ordre. Cette lumière, comme on peut le croire, déconcerta dans l'instant la fraction. On recourut pour en prévenir des suites aux petits moyens d'usage. On commença pour contester la compétence du Châtelet parce que les juges étaient point de la bienséance des conjurés. Ensuite, on prétendit diviser les journées et les événements des 5 et 6 octobre, distinguer les événements relatifs à l'émeute des crimes dénoncés au tribunal. On prétendit enfin qu'en jugeant les causes et les suites de cette insurrection, c'était faire le procès de la Révolution. Quoi qu'il en soit, les preuves résultantes des informations furent tellement concluantes que les chefs de la conjuration furent mis en état de prise de corps, mais leur qualité de député au terme du décret du 26 juin 1790 empêcha que celui de prise de corps fût lancé contre le duc d'Orléans et le comte de Mirabeau. Instruit de ces faits, je crus qu'il était de l'honneur du sang royal de prévenir les suites d'une procédure qui pouvait conduire un prince, aussi coupable qu'ingrat, à l'échafaud sur lequel il voulait me traîner aujourd'hui. Je voulais également le soustraire à la juste fureur d'un peuple qui, naturellement bon et ami de ses rois, aurait pu prévenir le jugement de la loi pour se venger d'avoir été réduit par ce principe dans les erreurs criminelles qui avaient provoqué l'émeute des 5 et 6 octobre. En conséquence, j'obligeai le duc d'Orléans à passer en Angleterre comme chargé d'une mission de ma part auprès du gouvernement britannique, mission qu'il put en apparence masquer l'intention que j'avais de soustraire à la punition qu'il méritait. Le duc d'Orléans partit donc, mais la fraction resta. Je dois ajouter, pour ne plus revenir sur cet article, qu'au moment du départ du duc d'Orléans, Mirabeau, qui mieux qu'un autre connaissait toutes les conséquences, ne put s'empêcher de lui dire « Il n'y a contre vous que des oui-dire, vous allez donner les preuves ». Les faits étaient donc certains. Il l'était tellement, en effet, que voyant ce prince parti, Mirabeau ne put s'empêcher encore de s'écrier « Le lâche, il ne méritait pas la peine qu'on s'est donnée pour lui ». Ce qui a fait dire à un autre député « Non, monsieur le duc d'Orléans n'est pas un de ces défenseurs de la liberté, mais de la licence. Ce n'est pas le peuple qui l'honore de son affection, c'est la plus vile populace qui le flétrit de son dévouement. » Enfin, les faits étaient tellement certains que la faction instruite de la sévérité des poursuites du Châtelet engagea le comité des recherches de la municipalité de déclarer que dans la dénonciation par lui faite
À ce tribunal, il n'avait point entendu comprendre la journée du 5 octobre, mais seulement celle du 6. Cependant, le 15 mai 1790, le Châtelet députa vers l'Assemblée nationale pour obtenir de son comité des recherches, des renseignements relatifs à cette affaire. L'Assemblée ne pouvait s'y refuser, mais son comité déclara n'avoir point de renseignements à cet égard. De son côté, le comité des recherches de la municipalité fit refus de rien communiquer, ce qui prouve évidemment le concert formé pour couper, s'il était possible, le fil qui conduisait à la source des crimes qu'il s'agissait de juger. Cependant, comme je l'ai dit, les preuves parurent suffisantes pour autoriser le Châtelet à lancer des décrets de prise de corps, après s'être conformé au décret du 26 juin concernant le privilège des députés, et en conséquence, ce tribunal députa le 7 août vers l'Assemblée pour lui rendre compte de la procédure et prendre son attache. Les partisans des accusés comprirent aisément de quelles conséquences ils étaient pour ceux-ci, et les dérober à la sévérité de la justice dans une affaire où il n'allait rien moins que de la perte de leur vie. Aussi renvoyèrent-ils la procédure du Châtelet au comité des rapports pour en être rendu compte à l'Assemblée. Ce compte a tardé 2 mois à se rendre, et pour la dernière faveur, après le rapport du 2 octobre, l'Assemblée, qui n'était que législative et non tribunal judiciaire, se permit de décréter que sur le vu de la procédure et des charges contre les principaux accusés, il n'y avait pas lieu à accusation. C'est alors que le duc d'Orléans, fier de ses succès et de son impunité, fit paraître un mémoire et une consultation tentant à poursuivre les juges du Châtelet, qu'il a cependant eu la prudence de ne pas attaquer. Vous venez, ô Français, de voir de quelle manière l'asile de vos rois fut assailli, violé, et comment, pourquoi il le fut. Vous avez vu la première explosion de la plus abominable comme de la plus criminelle des conjurations, puisqu'elle avait encore moins pour objet la fin de la dynastie régnante que l'anéantissement de la monarchie elle-même. Maintenant, vous allez voir le tableau successif des crimes opérés pour parvenir à l'exécution de ce projet audacieux. Une fois arrivé à Paris, j'y suis resté prisonnier jusqu'à ce moment, exposé à des outrages de tout genre, dont la France entière ne pourrait, j'ose le dire, excepté les factieux, soutenir l'incroyable récit. Le clergé, la noblesse ne furent pas plus exemples que moi des persécutions. Chaque jour annonçait des insurrections partielles, des meurtres, des incendies, des pillages. Et c'est depuis l'ouverture des États généraux que la France s'est vue livrée à l'excès comme à l'impunité de tous les crimes. De là devait nécessairement résulter l'émigration de tous ceux qui, au mépris même de la Constitution, ne trouvaient de sûreté ni pour leur propriété, ni pour leur personne. Cependant, les excès depuis mon séjour à Paris devenaient si fréquents que le 21 du même mois d'octobre 1789, l'Assemblée nationale, probablement effrayée elle-même des progrès de la liberté, crut devoir établir une loi martiale pour arrêter désormais la suite des attroupements et des émeutes, loi contre laquelle plusieurs sections de Paris, qui dès lors commençaient à usurper l'autorité souveraine, se permirent de protester. Et l'on verra bientôt à quoi cette loi répressive a servi dans les différentes insurrections qui se sont manifestées depuis sa promulgation. Égalité, liberté furent le talisman avec lesquels on avait projeté de fasciner l'esprit de la France et de la subjuguer. Ces deux mots ont servi jusqu'à présent de ralliement à la France subsistance, et voici quelle était la marche de ces projets. On voulait détruire par tous les moyens possibles la dynastie régnante pour y substituer ce prince tricolore qui, depuis le 16 juillet 1789, fait porter sa livrée à la nation, a servi pour ses crimes. Pour réussir dans cette conjuration, il fallait paralyser l'autorité royale, anéantir la noblesse, affaiblir ses moyens, augmenter en proportion ceux du peuple, afin d'établir un contrepoids, avilir le clergé, saper ensuite les principes de la religion, afficher et prêcher l'athéisme pour faciliter le crime en bannissement des remords, désorganiser toutes les autorités pour annuler leur résistance, s'emparer et disposer des revenus de l'État pour s'assurer de tous les moyens de séduction et de succès. Enfin, établir dans tout le royaume une confédération dont la force put subjuguer la nation sans obstacle. Pour consommer cet infernal projet, on avait imaginé la Déclaration des droits de l'homme dont l'égalité, la liberté devaient former les bases. Il fallait flatter le peuple, c'est-à-dire la portion ignorante et malheureuse de la nation. La mauvaise foi avec laquelle on rédigea cette déclaration fut un des motifs qui nécessita mon refus de la sanctionner. En effet, la liberté n'est qu'un fantôme qui s'évanouit à l'aspect des lois, puisque dans l'ordre politique et moral, l'homme n'est véritablement libre que par la loi, pour prévenir toute extension dangereuse sur l'idée de liberté. Des législateurs bien intentionnés eussent commencé par la définir sur tous ses rapports. Ils eussent distingué la liberté naturelle, politique et morale. Ils eussent dit
Celle qui est dans la nature n'est ni dans la société, ni dans les mœurs. Or, nous existons dans une société, mais la société ne peut exister sans les mœurs. Donc, il faut une liberté politique et morale. D'après cela, au lieu de dire d'une manière capiteuse et paradoxale, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, des législateurs de bonne foi auraient dit l'homme n'est indépendant par la nature et libre par les lois. Il n'est subordonné qu'à l'être suprême, auteur de l'univers, libre de ses sanctions d'après la loi. L'homme peut tout pour le bien, rien pour le mal. Né pour la société, l'homme peut tout pour la soutenir, rien pour la détruire. Et c'est de cette condition qu'il a un droit égal à tous les avantages du pacte social. L'homme ne peut et ne doit vouloir que ce qui est juste et ne nuit à personne. Autrement, il perd tous ses droits que lui accordait la société. En conséquence, la liberté dans l'ordre social est le droit de faire tout ce qui ne peut nuire à personne, tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Tel aurait dû être le langage des législateurs bien intentionnés. Il convenait en outre qu'en instruisant l'homme de ses droits, ils lui firent connaître aussi ses devoirs. Mais il n'en aurait résulté ni des meurtres, ni des pillages, ni des incendies, et il fallait dans l'esprit de la conjuration une loi qui laissa une porte dérobée ouverte à tous les crimes. Quant à l'égalité, c'était la marotte des jongleurs, et c'est par elle qu'ils ont trompé les ignorants et les faibles. Dans la nature, tous les hommes naissent et meurent égaux. Et ils ont même droit à toutes ces productions. Mais dans l'ordre social, les conjurés savent bien eux-mêmes qu'il n'y a d'autre égalité parmi les hommes que le même droit à la protection et au secours de la loi. Or, ils auraient dû développer ces vérités et dire « Tous les hommes ont un droit égal au bénéfice des lois, à la protection du gouvernement. Tous, à mérite égal, ont un même droit aux emplois et aux honneurs publics, soit civils, soit militaires. Mais en décrétant de cette manière, ils n'eussent point séduit le peuple. Ils n'eussent pas anéanti les rangs, les honneurs, les distinctions. Ils n'eussent pas achevé la désorganisation de l'Empire. Et conséquemment, ils n'eussent pas favorisé, facilité, protégé le succès du plan de conjuration. Quant à l'anéantissement de l'autorité royale, c'était l'un des points capitaux pour empêcher le souverain d'opposer une barrière aux factieux. Quant à l'avilissement de la religion, c'était le moyen le plus sûr d'enhardir au crime les cœurs qui auraient pu retenir le remords. Mais pour assurer le succès de tant de manœuvres perfides, et dans toutes les parties de l'Empire à la fois, il fallait aussi pouvoir embrasser l'opinion générale pour diriger ensuite les esprits à volonté. Tel fut le motif de l'établissement de la première société populaire, connue d'abord sous la dénomination de Club de 1789, séant au Palais Royal, ensuite sous celle d'Amis de la Constitution, enfin sous celle de Jacobins. Société dont le gemme a pullulé depuis dans presque toutes les villes de France sous le titre de société affiliée à la société mère séante à Paris. Enfin, société dont les principes anti-monarchiques, anti-civiques et antisociaux se sont bientôt propagés d'une extrémité du royaume à l'autre. Une fois assise sur des bases assez solides, elle est devenue le contrepoids de toutes les autorités, de tous les pouvoirs. La correspondance générale est facile que la société mère parvint de cette manière à établir, la rendit bientôt maîtresse de tous les esprits comme de toutes les places, et de tous ceux qui les remplissaient ou qui désiraient y parvenir. Et c'est de ce moment qu'elle a dit impérieusement « Nous ne voulons qu'une seule opinion dans l'État, il faut être jacobin ou sinon… » 3 petits points. Jugez, Français, vous qui depuis près de 4 ans gémissez sous le despotisme jacobite. Si j'exagère le tableau que je vous présente, il fallait subjuguer l'opinion nationale pour arriver plus sûrement au renversement de tous les principes, de faire naître sans résistance le nouvel ordre des choses dont vous et moi sommes aujourd'hui les victimes. C'est donc en captivant ma personne, qui enchaînant ma volonté, que l'on me demandait la sanction d'une constitution qui n'existait encore qu'en projet. Constitution que j'avais le droit d'examiner et de critiquer. Constitution enfin que je devais sanctionner que dans la plénitude de la liberté, dans le silence de la maturité de la réflexion, pour ne compromettre ni l'intérêt général du royaume, ni l'intérêt individuel de ses habitants. Dans une circonstance qui devait invariablement fixer le bonheur ou le malheur constant des peuples, je crois qu'il était de la sagesse et de la justice de l'Assemblée de soumettre le projet entier de la Constitution aux mêmes assemblées qui avaient rédigé les cahiers, afin de prendre les observations et de se procurer les lumières nécessaires sur un ouvrage de cette importance. Mais je le répète, l'objet de la faction était fort éloigné de s'occuper de l'intérêt et du bien public. Le mal fut toujours en croissant et la suite des événements qui me restent à décrire en fournira la preuve.
Après avoir trouvé le moyen de subjuguer les opinions par le secours des sociétés populaires, il fallait soutenir l'exécution du système des conjurés par un crédit puissant et des ressources constantes. S'emparer et disposer du trésor public ne suffisait pas, parce qu'il fallait subvenir aux dépenses courantes et masquer les déprédations qu'entraînait le but secret de la Révolution. 1000 moyens se présentèrent au génie de la faction: s'approprier les biens du clergé, les déclarer appartenant à la nation, en ordonner la vente, créer, sous le prétexte d'en faciliter l'acquisition, un papier-monnaie qui put se multiplier à volonté, décréter des remboursements pour servir de palliatif aux abus, dénaturer le système des finances pour en compliquer les opérations, parvenir enfin à pouvoir disposer de son gré des fonds de la nation, soit pour alimenter les agents sans nombre de la faction, soit pour récompenser les chefs et les conducteurs de la machine, soit pour parer aux inconvénients et aux obstacles. Tels furent les moyens qu'adopta le parti, de ce moment le voile le plus impénétrable à masquer l'administration des finances, et surtout depuis que la faction est parvenue à se choisir des ministres disposés à la servir. Aussi, depuis que je n'ai plus eu la manutention ni la surveillance des finances, n'a-t-il été rendu à la nation aucun compte des sommes effrayantes qui sont entrées depuis ce temps dans le trésor public. Et j'ose assurer d'avance qu'il ne sera jamais rendu, si les départements ne se déterminent à l'exiger impérieusement par la voie de l'impression, et s'ils ne nomment pas des commissaires intègres et instruits pour les examiner. Alors, on verra l'affreuse dilapidation qui existe, on verra quelle est la source des fortunes des députés, dont la médiocrité connue à leur arrivée à Paris est ensevelie maintenant sous l'opulence qu'ils affichent sans crainte comme sans pudeur, mais à cet égard, la nation ouvrira les yeux. Je poursuis. L'année 1790 fut celle de la destruction générale. La faction, quoique séparée pendant quelque temps de son chef, ne le servit pas avec moins d'ardeur. Tout fut impitoyablement sacrifié aux criminels projets des conjurés. Des écrivains atroces prêchaient ouvertement la révolte et le carnage, et le plus horrible d'entre eux, couverts du sceau de la réprobation publique, délivré par l'amnistie générale de 1791, d'un décret de prise de corps, indigne de figurer dans une société d'hommes, siège cependant à la Convention et s'est constitué l'un de mes juges, ou plutôt l'un de mes bourreaux. Mais le plus grand point était de détruire la royauté. Tous les moyens étaient bons pour parvenir à ce but. Cependant qu'il était difficile de heurter de front l'opinion et l'habitude d'une nation entière, accoutumée depuis 13 à 14 siècles au gouvernement monarchique, il fallait, en sapant la monarchie par les fondements, avoir l'air de conserver le trône. Et c'est ce qu'a fait l'Assemblée par l'acte constitutionnel, où l'on voit la royauté entièrement détruite dans son essence comme dans son principe et réduite à la nullité la plus absolue. Les rois, d'après ces dispositions, ne sont plus qu'un fantôme de représentation et n'offrent plus pour l'avenir qu'une continuation à l'histoire des rois feignants. C'est néanmoins ainsi que, contre le vœu textuel précis et impératif des cahiers de bailliage, l'Assemblée s'est fait un vœu d'avilir la royauté dans la dignité de ses prérogatives et de ses fonctions, dans l'étendue de ses pouvoirs et dans l'essence de son instruction. C'est encore ainsi qu'en affaiblissant tous les ressorts de la monarchie, en atténuant tous les pouvoirs, en détruisant toutes les autorités, on a réduit au dernier degré de marasme le corps politique de l'État. Cette vérité française est si constante que le projet de la faction était si réel que l'un de ses écrivains, le 12 juillet 1789, provoquait la révolte, le pistolet à la main dans le jardin du duc d'Orléans, qui maintenant siège au rang des législateurs, qui se trouve enfin l'un de mes juges, disait en 1791 que la royauté était placée avec tant d'art dans la Constitution que lorsque le peuple serait assez éclairé pour en permettre l'anéantissement, il serait fait sans convulsion, qu'il faudrait seulement découdre et non pas déchirer. Il ajoutait encore qu'on avait laissé à la France le nom de monarchie pour ne pas trop effaroucher ce qui était cajot, idiot, rampant, animal d'habitude. Mais qu'à l'exception de 4 ou 5 décrets contradictoires avec les autres, on avait constitué la France en république. Cet aveu français est bien précieux pour vous et pour moi, et il ne peut être suspect lorsqu'il sort de la plume d'un membre de la faction de la Convention. Il prouve depuis quel temps on conjurait déjà contre la royauté. Ainsi donc, en conservant la monarchie, on trompait la nation, en me conservant le trône, on trompait ma confiance et ma bonne foi. Enfin, l'on me présentait l'ombre pour la réalité. Pouvait-on jamais croire que des hommes qui se sont érigés en législateurs aient pu se jouer à ce point de la nation dont ils étaient mandataires et du souverain qui la gouvernait ?
J'aurais dû, par la Constitution, outre les prérogatives qui m'étaient accordées, avoir, conformément au cahier des bailliages et aux vœux de la nation, le droit de proposer et d'accepter des lois, de faire la paix ou la guerre, de nommer tous les agents de l'administration sous leur responsabilité, de faire rendre tous les comptes, d'accorder toutes les grâces et de surveiller, même d'arrêter les opérations de l'Assemblée, lorsque je les jugerais contraires ou nuisibles aux intérêts de la nation, dont comme roi, j'étais le seul représentant. Mais si l'on m'avait conféré des pouvoirs de cette nature, j'aurais arrêté ou prévenu les complots, les cabales, les conjurations, j'aurais dissipé tous les partis, j'aurais appelé la nation près de moi lorsque je l'aurais cru en danger. Elle m'aurait soutenu dans la défense de ses droits, j'aurais été le monarque le plus puissant et j'eusse gouverné la nation la plus florissante comme la plus heureuse de l'Europe, mais c'est ainsi ce que redoutait la faction et c'est pourquoi la Constitution m'a réduit à la fonction de premier commis de la monarchie française à la condition de recevoir des ordres, à l'impuissance d'en donner et en faire le bien, enfin à la nécessité d'obéir sans aucune faculté de commander. C'est ainsi, Français, que vous avez vu paralyser dans mes mains le sceptre brillant que vous m'aviez confié. Mais avant de me réduire à cet état de nullité positive, on avait eu grand soin de pouvoir au traitement dont je devais jouir, afin que, n'ayant plus d'intérêt à l'administration des finances, je n'eusse plus de motif apparent d'en surveiller ni d'en critiquer les opérations. L'Assemblée voulut me consulter sur la quantité du traitement que je désirais. Mais à cet égard, je crus ne devoir point me départir du système d'économie dont j'avais constamment fait ma loi. Et voici quelle fut ma réponse. Je suis sensiblement touché de la délibération de l'Assemblée nationale et des sentiments que vous me témoignez de sa part. Je n'abuserai point de sa confiance et j'attendrai pour m'expliquer à cet égard que par le résultat des travaux de l'Assemblée, il y ait des fonds assurés pour le paiement des intérêts dus aux créanciers de l'État et pour suffire aux dépenses nécessaires à l'ordre public, à la défense du royaume. Ce qui me regarde personnellement est, dans la circonstance présente, la moindre de mes inquiétudes. Persécuté de nouveau pour donner ma décision à cet égard, je la donnais d'après les dispositions mêmes où je savais qu'était l'Assemblée à ce sujet. Cet objet fut définitivement arrêté par le décret du 25 mai 1791 à une somme de 25 millions avec la jouissance de plusieurs domaines. Mais avec ce revenu, je devais acquitter annuellement mes dépenses personnelles, celles de la reine, de mes enfants, de mes tantes, de ma sœur, entretenir les bâtiments, le garde-meuble de la couronne, ma maison militaire et domestique, et payer toutes les pensions qu'il y avait eues et qui auraient pour objet de récompenser les personnes employées à mon service. La seule chose que je réclamais avec l'intérêt de détachement fut l'assurance du douaire que j'avais constitué à la reine lors de mon mariage, ce qui me fut accordé par le même décret. Mais à peine ce traitement fut-il déterminé que l'on murmura sur son énormité. Je dois à la nation et à moi-même quelques observations à cet égard. Premièrement, le détail des dépenses dont je demeurais chargé était immense. Deuxièmement, le prix de toutes les choses usuelles était doublé depuis mon avènement au trône, mais une considération plus importante devait, ce me semble, imposer silence et prévenir l'injustice et semblables reproches par la constitution usagère du royaume, passée en force de loi, qui a substitué jusqu'à l'acte constitutionnel de 1791 et qui a même été, quant à ceux, confirmé par celui-ci. Tout prince arrivant au trône réunissait de droit au domaine de la couronne ses propriétés personnelles, et cela par la raison simple que, le trône étant héréditaire, le souverain et ses successeurs devaient toujours être entretenus aux frais de la nation. C'est encore d'après le même motif que le souverain, qui pendant la durée de son règne faisait des acquisitions et n'en disposait pas de son vivant, les réunissait également de droit par son décès au domaine de la couronne. Or, Hugues, premier roi de France, de la troisième race auquel j'ai succédé, était duc de France et comte de Paris avant d'être roi. Il avait ses domaines et ses propriétés personnelles qui réunis au domaine de la couronne par son ascension au trône et qui me seraient dévolus aujourd'hui par droits successifs si je n'avais pas hérité de sa couronne. Beaucoup de souverains de la France ont reçu des princesses qu'ils ont épousées, des dots importantes qu'ils se sont trouvés réunis, de même au domaine et dont je jouirai encore de titres successifs. Les branches de Valois et de Bourbon que je représente avaient également leurs propriétés personnelles. Et le chef de la branche de Bourbon, outre ses biens matrimoniaux, avait encore le royaume de Navarre qui réunit à la France et dont je jouirais à titre successif sans cette réunion. Mes prédécesseurs ont en outre fait pendant leur règne des acquisitions qui ne pouvaient être considérées
que comme le fruit de leur économie sur leurs produits des domaines réunis qui leur appartenaient de droit, et ces acquisitions ont encore été pareillement réunies. De manière qu'en m'accordant un traitement de 25 millions, la nation ne m'accordait réellement qu'à peu près l'équivalent des domaines réunis qui m'appartiendraient par droits successifs sans mon accession au trône, dont il résulte qu'en supposant l'abolition de la royauté en France, j'aurais, ou les miens, le droit de réclamer les acquisitions par moi faites et les domaines réunis à la couronne par mes auteurs. Ainsi, mal à propos, les gens peu instruits ou malveillants se sont-ils récriés sur la quantité de mon traitement et ont-ils tâché de tromper le public en le faisant considérer comme une charge considérable qui pesait sur l'État. Jusqu'au contraire, par ce traitement même, je faisais à peu près tous les honneurs des trônes et mes dépens. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce salon Histoire de France. Nous continuerons après sur les déboires de Louis XVI et de sa difficulté de régner d'après les nouvelles dispositions politiques de la France suite à la convocation des États généraux. Je vais maintenant vous quitter, fermer ce salon Histoire de France, l'appel de la nation de Louis XVI, 4e partie. Les écrits de Louis XVI ont été volontairement cachés par la République et pour cause, les révolutionnaires ont eu intérêt à dissimuler les propos du roi aux Français. Nous espérons que le récit sur l'appel à la nation partie 4 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur le roi. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, l'appel à la nation partie 5.